Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. La première édition du salon Anto Business a démarré ce jour à la foire municipale de Port-Gentil autour du thème « Contribution des TPE, PME à l'économie de nos territoires, constats, enjeux et perspectives ». Les détails dans cet élément. Prévu se tenir dans la capitale économique du 6 au 8 mars 2019, la première édition du salon Anto Business a démarré ce jour avec en toile de fond des échanges autour du thème central « Contribution des TPE, PME à l'économie de nos territoires, constats, enjeux et perspectives ». À cet effet, les panélistes ont été conviés à débattre du thème afin de trouver des pistes de solutions au blocage de l'entrepreneuriat dans la capitale économique. Vraiment, c'est des difficultés institutionnelles. C'est des difficultés liées à l'administration, à la présence de l'administration à l'intérieur du pays, qui ne nous donne pas les mêmes facilités qu'on peut avoir au niveau de Libreville pour pouvoir se déployer. Il y a aussi la quasi-absence des partenaires techniques présents au Gabon, que ce soit la Banque mondiale, le FMI ou les autres instances qui sont au niveau national et qui accompagnent, qui œuvrent beaucoup dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat de chez l'entreprise, qui sont quasi absents à l'intérieur du pays. Vous allez voir que beaucoup d'entreprises ont du mal. Je vais déclarer 3 et puis il y a 2 je ne déclare pas parce que c'est nouveau, je peux déclarer les autres. Donc je suis venu ici en fait pour essayer de présenter cette image, des réalités, parce qu'on est dans Port-Gentil, on a des réalités locales. Il y a l'impact économique qui touche le social, et si l'économie va mal, le social va mal. Et en tant que sécurité sociale, nous sommes au centre, parce que le terme le plus intéressant ici, c'est la sécurité. Comment mettre en sécurité le travailleur, que ce soit étranger ou L'enclavement de l'Euro maritime aussi est un frein pour la diffusion de l'information. J'ai constaté ici que les femmes ne sont pas très informées. Donc ce sont vraiment des freins. C'est au niveau de la mentalité où l'argent a circulé de façon trop facile, monsieur le maire, excusez-moi. Ça n'a pas permis aux gens de développer vraiment le muscle de réussite. Donc nous sommes tous et nous sommes tous des fils et des filles de ce pays. Nous avons tous, chacun parmi nous, des talents. Et ces talents, il faut les développer. C'est pour ça, vous êtes les bienvenus à Port-Gentil. Et si vous sollicitez, je ne voudrais pas vous donner mon petit problème. Merci. En marge des différents ateliers prévus à ce sujet, les femmes entrepreneurs ont également exposé leurs articles et produits pour les faire connaître au grand public. La Caisse nationale de sécurité sociale, partenaire officiel à l'événement, était aussi présente parmi les exposants pour sensibiliser les salariés et les chefs d'entreprise sur la nécessité de cet organisme. Les ateliers de formation de cette première journée tournaient d'une part autour de la gestion entre vie privée et vie professionnelle et d'autre part des 4 articles clés pour une transition réussie de l'employé à l'entrepreneur. Les hommes du 4e pouvoir de nos jours sont taxés à tort ou à raison de tous les maux du fait du manque de déontologie et d'éthique dans l'exercice de leur profession. Les détails avec Jean-Jacques Giorgi Rovaria. Recueillir, vérifier et éventuellement commenter pour les rapporter à l'attention du public dans les médias en respectant la déontologie journalistique reposant sur la protection des sources d'information de correspondants, de journalistes d'investigation, sans oublier les autres spécialisations à savoir dessinateurs de presse, journalistes reporters d'images, photojournalistes, secrétaires de rédaction, critiques musicales ou éditorialistes, telles sont les missions des hommes du 4e pouvoir. Un métier noble qui est aujourd'hui taxé de tous les maux dû au manque d'éthique et surtout le manque de traitement véritable de l'information. Le journaliste est en plein tâtonnement parce qu'à un moment, le journaliste réclame on appelle ça un droit de presse complet, c'est-à-dire une liberté de presse complète. À un moment, on voit que ça veut sortir, mais après, on voit que ça se coince. Il y a des émissions télé, par exemple, qui à un moment sont diffusées. Opinion publique, quand je dis public, ça dit que n'importe qui s'exprime sans tabou. Mais après, quand on voit que ces émissions-là prennent de l'ampleur, avec des propos qui dérangent certaines personnes, en guillemets, et du coup ça se coupe. Et maintenant, on voit comme si le journaliste, que ça soit public ou privé, c'est comme si vraiment tout était privé. Donc, le journalisme au Gabon, il n'y a pas une libre expression dans le journalisme.
proprement parler. Voilà. Face à cela, les torts sont partagés. Ce qui me concerne, je dirais qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Les responsabilités sont partagées dans ce sens qu'il y a des dérives, aussi bien dans la presse, qu'il y a des dérives dont certaines autorités nationales sont des auteurs. Le quartier Marseille, dans le premier arrondissement de la commune d'Akonda, est laissé pour compte. Le manque d'eau et d'électricité, pour ne citer que cela, sont des difficultés que rencontrent au quotidien les populations de cette commune. Situé dans le premier arrondissement de la commune d'Akonda, le quartier Marseille souffre de plusieurs maux. L'eau, l'électricité, la route, pour ne citer que cela, sont en mer de barre. Notre quartier, chez nous ici, ça ne va pas. Pourquoi? Oui, c'est parce que tout simplement que ici, ça nous manque le problème d'eau. On a des bébés, nous en avions des enfants, mais ici, on n'a pas une pompe publique qui peut servir la population de Marseille ici jusqu'au premier caman ici, l'eau. Et nous, pour se ravitailler ici en eau potable, nous sortons d'ici pour aller jusqu'au chez le ministre Mabala à Vormbam, aller acheter l'eau chez les particuliers, les gens qui ont leurs pompes. Et c'est comme ça que nous on fait pour vivre ici. Bon, s'il s'agit de laver le linge par exemple, autre chose, bon, on se démerde avec l'eau de marécage, comme nous en avions un peu quand même aussi des petites rivières qui résident ici. Et donc c'est le problème qui nous occupe trop ici, le problème aussi de lumière, bien sûr. Oui. Au quartier Makwenge, toujours dans le même arrondissement, la récitation est la même. Là, ce qui nous embête ici, là, dans Makwenge, sincèrement, et là où je n'étais pas là, j'ai Moussoufi à la maison, le problème d'eau. Notre pompe publique est gaspillée là depuis. Personne ne trouve la solution. Et j'ai Moussoufi là, il faut que je paye une voiture pour aller en ville, pour aller chercher l'eau, pour s'occuper d'elle, le bébé. Ça ne fait qu'une semaine qu'elle a couché, vraiment. C'est ça le problème que je voulais vous dire, que ça là, essayez de se battre sur ça pour qu'on ait une pompe publique. Après donc les élections législatives 2018, les représentants de la population étant connus, les habitants demeurent désormais dans l'attente des promesses tenues par ces derniers. Les solutions aux problèmes qui minent ces habitants au quotidien seraient un soulagement total. La route facteur de développement tarde à voir le jour à Coco Beach. Circuler relève du parcours du combattant. Bourbier, Nidpool ne cessent de dicter leurs lois. C'est un véritable calvaire pour joindre Coco Beach en cette saison pluvieuse. Sur ce tronçon, les véhicules légers, tout comme les poids lourds, ont du mal à circuler librement. Les bourbiers dictent leurs lois. Je suis nouvellement affectée à Coco Beach, ça ne fait même pas un mois et demi que je suis là-bas. Je suis descendue pour aller toucher mon salaire. Je n'arrive pas à rentrer, depuis là je suis bloquée parce que la route n'est pas accessible à cause du bourbier. Je suis là bloquée, je n'ai pas de voiture pour m'amener au centre, je n'ai ni de voiture pour me ramener au centre-ville. Je suis bloquée. J'ai laissé mes enfants depuis près de 3 jours déjà. Regardez l'état de la route. À supposer que mon enfant était malade et que je voudrais l'amener sur Libreville. Je vais faire comment? Avec une routière comme ça. Les autorités en charge de la réhabilitation ou aménagement de voies sont ici interpellées. On veut que l'État nous arrange la route. C'est pas possible. Regardez l'état de la route. Mais il y a les grosses machines qui passent ici là. Les maires de Coco Beach, tout ce monde là, ils n'avaient qu'à se réunir. On nous sommes fatigués, regardez. Les ministres, tout ce monde là, ils font quoi? Demain après, les maires vont venir faire les élections ici là pour demander les voix. On ne va plus les donner. La route, qui autrefois facteur de développement, semble encore être une utopie à Coco Beach. Dans le cadre du programme intégré de développement urbain, la Banque africaine de développement a octroyé 275 milliards de francs CFA aux autorités ivoiriennes. On fait le point dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. Dans le cadre du programme intégré de développement urbain, le gouvernement ivoirien a reçu de la Banque africaine de développement un autre financement de 275 milliards de francs CFA. 5 projets portant sur le transport urbain, les infrastructures routières, l'électricité en milieu rural, l'agriculture et l'intégration sous-régionale sont concernés. Ces projets vont au-delà du pôle économique d'Abidjan pour contribuer au désenclavement des zones transfrontalières, à l'électrification en milieu rural et à l'amélioration de la gouvernance de la filière cacao, première source de revenus pour les paysans.
Avec un coût global de 770 millions d'euros, soit 503 milliards 571 millions de francs CFA, le projet de transport urbain d'Abidjan qui ambitionne transformer 88 km de voies menacées de saturation occupe 216,1 milliards de francs CFA dans ce financement pour sa seconde phase d'exécution. Il devrait entre autres faciliter l'accès à un moindre coût des populations les plus défavorisées aux zones pourvoyeuses d'emploi. Le projet de transport urbain d'Abidjan avance bien. J'en prends pour preuve le projet du 4e pont entre Yopougon et Plateau. Je pense que la première pierre a été déjà posée. Le gouvernement est en train d'indemniser les populations. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais globalement, ces projets-là avancent bien. Selon ce qu'a déclaré le gouvernement ivoirien dès son lancement, le projet, en termes d'impact macroéconomique, devrait améliorer les conditions de vie de 5 millions d'Abidjanais. Environ 3000 femmes seront équipées et pourront développer une activité génératrice de revenus. Et au Rwanda, l'intégration des réfugiés somaliens se précise 20 ans après la guerre qui a secoué le pays. Ali Abdi, réfugié somalien, a décidé de se refaire une nouvelle vie au pays des 1000 collines. Pour Ali Abdi, elle est loin l'époque où sa vie était en permanence en danger du fait de la guerre dans son pays, la Somalie. 20 ans qu'il a fui les conflits. Aujourd'hui, il ne lui manque plus que la nationalité pour se sentir entièrement rwandais. Sinon, dans sa vie de tous les jours, ce pays qu'il a accueilli comme réfugié est le sien. Je vis comme tout autre citoyen de ce pays. Je parle la langue locale et mes amis sont originaires de ce pays. Au Rwanda, Ali a eu la chance de trouver un environnement favorable qui a renforcé son sens aigu de l'entrepreneuriat. Il a donc lancé une épicerie dans la vieille zone industrielle de Kigali où transitent les camions transportant des marchandises en provenance de Tanzanie, d'Ouganda et du Kenya, ce qui garantit un approvisionnement régulier en biens pour son entreprise. Dans cet environnement paisible, il a fondé une famille avec une Rwandaise. Je veux qu'ils apprennent et travaillent dur afin qu'ils ne soient pas confrontés aux mêmes problèmes que moi. C'est tout ce dont je rêve. Le Rwanda permet l'intégration des réfugiés, leur permettant de travailler dans le pays, d'avoir accès aux services de santé, aux assurances, aux banques et à l'éducation. Le pays héberge actuellement plus de 150 000 personnes réfugiées, dont environ 12 000 dans des centres urbains comme Kigali. Baisse du coût de l'électricité au Kenya, une diminution qui s'inscrit dans le renforcement du secteur manufacturier. En effet, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. On fait le point dans cet élément. Afin de soutenir le renforcement du secteur manufacturier au Kenya, la baisse du coût de l'électricité a été annoncée. Selon Kenya Power, l'entreprise nationale d'approvisionnement électrique, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises kenyanes est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. La réduction de la facture énergétique vise ainsi à accroître les performances du secteur manufacturier dans le pays. Quand on réduit les coûts de l'électricité, automatiquement, ça réduit les coûts de production. Et quand ça réduit les coûts de production, ça fait que les produits sont compétitifs sur le marché. Et en ce moment, l'entreprise ne peut que se sentir mieux. Au Kenya, des observateurs estiment que le coût et la qualité de l'énergie électrique seront bientôt relégués au second plan des difficultés des petites et moyennes entreprises. Selon ces derniers, la solution à ce problème repose dans l'essor des énergies renouvelables dans le pays. Donc, les énergies renouvelables doivent automatiquement être préférables à l'énergie électrique, étant entendu que les coûts de production de cette énergie sont très faibles. Donc, et conséquemment, ça a un effet, n'est-ce pas, sur les coûts de production. Le Bureau national des statistiques du Kenya a recensé plus de 17 millions de petites et moyennes entreprises en 2018. Celles-ci payent actuellement 21,95 shillings par unité d'énergie électrique avec une consommation plafonnée à 5000 kWh par mois. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.